vous l'avez dit, Vladimir Poutine a largement gagné. Mais est-ce qu'il va s'arrêter à l'Ukraine? C'est la question qu'on se pose, parce que Laura Pouget est avec nous. Selon un journal finlandais, Laura, la Russie constitue une menace pour la Finlande et ses voisins. C'est le journal finlandais Iltalehti qui l'écrit, en se basant notamment sur un rapport qu'il a pu consulter. Dans le rapport sur la défense du Conseil d'État, il est considéré comme possible que la Russie attaque la Finlande, le nord de la Norvège et les pays baltes, peut-on lire. Mais ce rapport n'est pas le seul informateur des journalistes. Ils affirment tenir les mêmes alertes de sources au sein de l'OTAN. Des sources, pardon, vous m'entendez? Des sources qui leur auraient même, expliqué à quoi pourrait ressembler une attaque russe. À la mi-décembre, s'est tenu en Estonie le sommet de la Force expéditionnaire conjointe, un partenariat militaire autour du Royaume-Uni qui regroupe des pays du nord de l'Europe, dont la Finlande, la Norvège et les pays baltes. C'est à cette occasion que des sources de l'OTAN ont indiqué et présenté à Iltalehti le type d'attaque que pourrait mener la Russie contre la Finlande, les pays baltes et la Norvège. Une attaque ou plutôt des attaques simultanées et dans plusieurs directions. Toujours selon Iltalehti, la Russie pourrait partir de sa ville de Mourmansk pour attaquer la côte norvégienne, ainsi que la Laponie finlandaise ici, où elle tenterait de s'emparer de l'aéroport d'Ivalo. Les forces de Moscou viseraient également le sud du pays et les villes de Pumalsandsalmi, ici, et Kimodjoki, ici. Elles créeraient ainsi une zone tampon avec leurs frontières qui correspond à peu près à la démarcation définie par un traité de paix signé en 1743 entre la Russie et la Suède. Poutine a déclaré plus tôt que son idéal était l'Empire russe du XVIIIe siècle. Des sources affirment que ces propos doivent être pris au pied de la lettre, écrit le journal. Il écrit également que lors de cette offensive multiple, la Russie pourrait tenter une percée en Estonie et Lettonie via une attaque de chars, d'artillerie et de missiles, et qu'elle essaierait de s'emparer du corridor de Suwałki, cette bande de territoire polonais qui longe la Lituanie. Sans lui, les pays baltes se trouveraient coupés de la Pologne et donc de l'Union européenne. Merci beaucoup, Laura. Le colonel, vous en pensez quoi? Vous pensez vraiment que la Russie prendrait ce risque-là? Oui, c'est possible. En fait, oui, non, mais pas immédiatement, pas demain, parce que tous ces moyens sont polarisés sur se concentrer en Ukraine. Mais dans l'avenir, oui, pourquoi pas. Je peux être honnête avec vous? Oui. Il y avait Noël la semaine dernière, il y a les repas de Noël, les fameux. On n'a pas voulu parler politique, il y en a plein qui m'ont posé des questions sur la Russie. Mais n'importe quoi. Vladimir Poutine, il ne prendrait pas ce risque-là. Pourquoi faire? Écoutez, Vladimir Poutine a attaqué la Géorgie en 2008. Il s'est emparé de la Crimée par une opération offensive en février 2014. Il a lancé 2 opérations offensives en août 2014 et en février 2015 dans le Donbass. Oui, mais c'était pas l'OTAN. Là, il attaquerait directement l'OTAN. Oui, non, mais bien sûr. La Finlande est dans l'OTAN. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, de point de vue militaire, voilà, à l'état-major, les armées, le tournant, c'était 2014. Et là, et pas simplement en France, on s'est dit, oula, oui, effectivement, les Russes, maintenant, sont désinhibés et sont prêts à faire des coups, à faire des opérations de coups, d'offensives rapides. Et pas question de lancer des grandes invasions, mais des coups en quelques jours pour s'emparer, manger. On appelait ça pendant la guerre froide une stratégie de piéton imprudent, c'est-à-dire vous attaquez, vous prenez une position et puis vous placez tout le monde devant le fait accompli. C'est sur ces plans que l'on travaillait, notamment dans les années 80, sur l'Allemagne de l'Ouest. On imaginait que les Russes, les Soviétiques à l'époque, pouvaient envahir l'Allemagne de l'Ouest en quelques jours. Et donc depuis cette époque, oui, on réfléchit sur ces questions. Le minimum est de s'y préparer. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a mis en place des bataillons multinationaux dans les pays baltes. Alors c'est des petits bataillons. En Estonie, vous avez 200 soldats français qui sont dans un bataillon commandé par les Britanniques. Alors, c'est pas avec un bataillon que vous allez arrêter une division russe, mais ça, il y aura combat. Il y aura combat, donc il y aura des soldats français qui se battront et qui mourront peut-être en combattant des Russes. Donc ça nous place tout de suite politiquement, plus que militairement, politiquement, ça obligerait les Russes à entrer en guerre de fait avec nous. Ça, c'est une vraie garantie pour le coup. Quand on parle de garantie de sécurité, s'il n'y a pas de soldats, c'est du vent. Voilà, à partir du moment où il y a des soldats qui concrétisent ces garanties, oui, là, ça devient sérieux. Donc, on a placé tout le long des pays baltes et jusqu'en Pologne. Et puis, à part 2022, on en a placé jusqu'en Roumanie, donc toute la ligne, d'où le nouveau rideau de fer, pratiquement. Et il est probable qu'on le fasse aussi en Finlande. Alors, la Finlande,
c'est un cas un peu particulier parce que, aussi, d'un point de vue militaire, c'est une des pays, paradoxalement, c'est un tout petit pays, 6 millions d'habitants, mais c'est un des pays les mieux armés, les mieux préparés militairement d'Europe. Ils ont une stratégie dite du hérisson, c'est-à-dire qu'au coup de sifflet, vous avez 900 000 soldats qui sont sous les armes et qui sont prêts à défendre le pays et à faire le très mal à la Russie. Et se souvenons des précédents de la guerre d'hiver de 1940 et même après 1944 où ils avaient résisté aux soviétiques, ça a fait très mal aux soviétiques, les humilier même largement, et c'est ce qui avait sauvé à ce moment-là l'indépendance de la Finlande après la guerre. Donc on reste toujours sur ce souvenir, mais effectivement du côté russe, il faut quand même rappeler que les Russes ont créé 2 nouveaux districts militaires de Leningrad et de Moscou. Ils ont renforcé, ils ont créé de nouvelles unités dans cette région et eux aussi planifient des opérations offensives systématiquement. Tous les 2 ans, enfin il n'y a plus maintenant, mais il y avait des grands exercices Zapad à l'ouest et c'était toujours des exercices où on envisageait de se défendre. C'est toujours le thème, c'est on se défend, mais en attaquant. Ouais. En attaquant préventivement. Et donc, en attaquant par une opération éclair, oui, c'est possible. C'est possible. Vous allez nous dire techniquement, c'est possible. Mais Mathieu Kerman est toujours avec nous. Il a un 18h à préparer. Donc, d'abord, je me tourne vers vous quand même, Mathieu, parce qu'en attendant, ce qu'on connaît très bien des Russes, c'est ce qu'ils mènent contre nous, c'est la guerre hybride. Oui, rappelons d'abord ce qu'est qu'une guerre hybride. C'est une guerre en dehors du champ de bataille, pas forcément donc avec des armes. On pense notamment à des cyberattaques, à des incendies dans divers pays de l'Union européenne que l'on a vus ces dernières années, ou encore à des attaques contre des câbles sous-marins, majoritairement en mer Baltique. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que depuis près de 3 ans maintenant et le début de la guerre en Ukraine, c'est donc ici, en mer Baltique, cette mer qui est nichée entre la Suède, les pays baltes et la Pologne. C'est ici que la majorité des attaques se passent. Dernière en date, S-Link 2, un câble entre la Finlande et l'Estonie, endommagé mercredi dernier, le jour de Noël. Rapidement, les soupçons se sont portés vers la Russie. Et l'Eagle S, qui est parti du port de Saint-Pétersbourg, il devait prendre la route de Port Saïd en Égypte et il est soupçonné d'appartenir à la fameuse flotte fantôme de la Russie et donc d'être à l'origine de ce sabotage. Sachez que ce navire a été saisi par la police finlandaise et déplacé pour que l'enquête y soit menée. Et si on monte dans le temps, on se rend compte que la Russie est derrière pas mal d'actes de sabotage. Oui, la Russie et aussi la Chine. En novembre dernier, tous les regards se sont tournés vers Yipeng 3, un navire chinois parti du port de Saint-Pétersbourg. 3 jours plus tard, un câble qui relie la Suède à la Lituanie est coupé. Le bateau se retrouve juste au-dessus de l'impact ce jour-là, comme par magie. Le lendemain, un autre câble est coupé. Celui-ci relie la Finlande à l'Allemagne. La France, cette fois-ci, accuse la Russie d'avoir agi en sous-main. En octobre 2023, c'est un gazoduc sous-marin entre la Finlande et l'Estonie qui a été fermé après avoir été endommagé par l'ancre d'un cargo chinois. Et bien sûr, on pense à Nord Stream 2 qui a explosé le 26 septembre 2022. Cette fois-ci, c'est l'Ukraine qui est pointée du doigt. Plusieurs enquêtes, notamment de la presse américaine et du Wall Street Journal, concluent à la responsabilité de l'Ukraine, même si Volodymyr Zelensky a toujours nié être derrière cela. Et pourquoi c'est si simple, entre guillemets, d'attaquer ces câbles dans cette mer Baltique. Céline Bayou, qui est une spécialiste des États baltes et enseignante à l'INALCO, elle est interrogée par la Dépêche et elle explique, je cite, « Comme il s'agit d'une mer peu profonde, c'est assez simple d'atteindre ces câbles en laissant traîner une ancre de bateau pour les endommager. » Et ces câbles sont un enjeu majeur ici. Pourquoi ? Parce qu'environ 90% des données de communication numérique mondiale transitent par ces câbles sous-marins et environ 10 000 milliards de dollars de transactions financières y transitent chaque jour. Vous comprenez donc l'enjeu qu'il y a ici et notamment dans cette mer Baltique. Merci beaucoup Mathieu. Je vous laisse à votre journal. À tout de suite. Guillaume, la Russie, c'est quoi aujourd'hui pour nous ? C'est un ennemi ? On pourrait dire ennemi ? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'il faut quand même bien distinguer 2 choses. D'une part, on va dire les coups d'épingle que la Russie essaye de planter dans le dispositif occidental. Une ancre qui traîne et qui arrache un câble, c'est pas vraiment la guerre. Je me fais ici le porte-parole de Michel Goya qui l'a souvent dit à juste titre. La guerre, c'est quand il y a des soldats, quand il y a des morts, quand il y a des territoires qui sont conquis, quand il y a des frontières qui sont violées. Je dirais que tant qu'on reste dans le domaine de l'affrontement, je dirais en dessous du niveau de la guerre, c'est gérable.
Ouais. Et en ça, la Russie, on va dire, est un adversaire. La Russie devient un ennemi le jour où elle nous déclare la guerre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est plausible. Et c'est ça qui a vraiment changé avec l'invasion de l'Ukraine. C'est que, votre journaliste le disait il y a quelques minutes, on pense à la Russie du XVIIIe siècle. C'est-à-dire à l'empire tsariste qui avait avalé la moitié de la Pologne. Les pays baltes, évidemment, c'était la Russie. L'Ukraine, c'était la Russie. Je pourrais continuer longtemps comme ça. Et donc, il y a un danger, qui est un danger de violation des frontières qui ont été reconnues depuis l'éclatement de l'URSS. Vladimir Poutine le disait, mais on ne le croyait pas trop jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. Aujourd'hui, je pense que la Russie n'est pas notre ennemi parce qu'on ne lui a pas déclaré la guerre, mais il faut se préparer. La guerre, aujourd'hui, elle est possible. Et c'est pour ça qu'il est si essentiel d'avoir des contingents de l'OTAN dans les pays qui sont en première ligne, les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, parce que le danger existe. Et le simple fait de dire ça, c'est un peu une révolution, parce qu'il y a 5 ans, on n'aurait pas imaginé avoir ce genre d'affirmation sur un plateau de télévision. Il faut peut-être le répéter, parce que dans l'opinion publique, c'est pas forcément rentré dans les esprits. C'est un scénario plausible pour vous aussi, Catherine, aujourd'hui. Vladimir Poutine pourrait s'en prendre à un pays de l'OTAN. Non, alors justement, je ne pense pas du tout aujourd'hui, parce que quand on voit qu'il a, au bout de 3 ans d'efforts frénétiques, il a réussi à conquérir que 18% à peu près du territoire de l'Ukraine, je le vois mal attaquer l'OTAN d'une manière ou d'une autre. Alors, attaquer, est-ce que ce serait vraiment attaquer, effectivement, c'est ça. Ou est-ce que ce serait essayer de déstabiliser? Oui. Oups, j'ai été... Alors voilà, ça en revanche... provoquer, voir ce que ça donne. Mais ça, en revanche, il a commencé à le faire. C'est-à-dire que ces histoires de câbles sous-marins, ces ingérences dans les élections, avec tous les partis populistes européens qui sont soutenus de manière ouverte ou dissimulée par la Russie, ça, c'est la vraie guerre qu'il nous mène actuellement, Vladimir Poutine. C'est pas avec des militaires, parce que, en effet, aujourd'hui, la Russie, elle n'a pas les moyens d'attaquer l'OTAN. Alors, on a beaucoup parlé du fait qu'elle pourrait peut-être mener une opération sous faux drapeau, ou qu'elle pourrait tenter ce coup d'épingle de voir du côté des pays baltes, où dans certains pays, il y a un tiers de la population qui est russophone. Exactement. Pour dire on doit venir les aider. Exactement le même scénario que l'Ukraine, voilà, que dans le Donbass. Mais une vraie attaque, c'est pas possible. En revanche, actuellement, que Vladimir Poutine fasse tous les efforts possibles en tant qu'ancien agent en plus du KGB pour déstabiliser les pays qui lui sont hostiles, c'est-à-dire en l'occurrence l'Union européenne au premier chef, d'une manière hybride, avec ses câbles sous-marins, d'une manière aussi économique, avec toutes les manipulations qu'il peut faire avec le pétrole, le gaz qu'il revend à des intermédiaires, etc., etc. Ça, c'est sûr. Et ça, je pense que c'est son vrai plan actuellement, parce que ça ne lui demande pas une force militaire, justement, qu'il n'aurait pas à sa disposition à l'heure actuelle. Mais si ça permet de relancer l'inflation dans les pays qui soutiennent l'Ukraine, si ça permet de faire arriver au pouvoir des mouvements populistes, évidemment. Il ne va pas s'en priver. On était un peu naïfs, finalement, avant le début de l'invasion de l'Ukraine. On ne l'est plus, ça y est. Ou on l'est encore? Oui, on aurait pu se dénialiser un peu plus tôt. Bien avant, oui. Oui, non, mais quand vous écoutez le discours de Munich de 2018 de Vladimir Poutine, c'est une déclaration d'hostilité. Alors, c'est pas une déclaration de guerre, mais c'est une déclaration de franche hostilité, très clairement. Et toutes ces opérations qu'on appelle hybrides, pendant la guerre froide, on parlait de subversion. Toutes ces opérations sous le seuil de la guerre, d'influence, de tout ce que vous voulez, ça a commencé bien avant 2022. Ça fait très longtemps que ça a commencé. De recrutement d'agents et tout ça. En Afrique aussi, ou l'influence, les intrusions dans les jeux électoraux, tout ça c'est vieux. Donc oui, on est un adversaire de Vladimir Poutine. Maintenant, quand vous regardez les documents de stratégie, les revues stratégiques, les livres blancs français, le dernier doit dater de 2020, sur les chapitres sur la Russie, c'est dialogue. C'est dialogue, voilà. On privilégie le dialogue, la voie diplomatique. Oui, bon, il y a peut-être des problèmes, mais voilà, on va privilégier le dialogue. Jamais, et on se dit, il faut être en position de force. Et la nouveauté, c'est que maintenant, oui, on se dit que face aux Russes, il vaut mieux être fort. Oui, c'est ça. Et c'était peut-être notre erreur. Ouais, peut-être.